Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle leçon. C'est les applications de propagation rectiligne de la lumière. Mais avant ça, on va faire un petit rappel concernant la dernière séance. Alors, on a parlé de les milieux de propagation de la lumière. On a parlé de milieux transparents comme le verre lisse, l'air, le vide, etc. C'est un milieu qui laisse passer la lumière. Milieu translucide comme papier claque, verre dépolé, etc. C'est un milieu qui laisse passer la lumière, mais on ne peut pas voir nettement les objets à travers le verre. Un milieu opaque, c'est un milieu qui ne laisse pas la lumière passer et il ne peut pas voir les objets à travers le verre, comme le bois, les murs, les métaux, etc. On a parlé aussi de le principe de la propagation rectiligne de la lumière. On a dit que dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage en ligne droite dans toutes les directions. Alors on arrive à représenter un rayon lumineux par une droite munie d'une flèche indiquant le sens de la propagation de la lumière. On a parlé aussi de les faisceaux lumineux. On a trois faisceaux. Voilà. Le faisceau divergent et le faisceau convergent. Voilà. Et dernièrement, le faisceau parallèle ou bien cylindrique. Voilà. On a parlé aussi de la vitesse de la lumière. On a dit que la lumière se propage dans le vide et l'air avec une vitesse égale à 300 000 km par seconde, ou bien on peut dire 300 millions mètres par seconde. Et à cause aussi de les grandes distances qu'il existe dans l'espace entre les planètes, on parle d'une nouvelle unité de distance, c'est l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. On a trouvé que une année-lumière égale à 9,46 10 à la puissance 12 km. C'est ça. Voilà, c'était ce qu'on a vu dans la dernière leçon. Maintenant, on va parler de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par cette situation. À la fin du Xe siècle, on connaissait déjà le phénomène de la chambre noire, puisqu'il avait été parfaitement décrit par la science arabe, et plus précisément par Ibn al-Haytham, qui appliqua le principe de la chambre noire pour expliquer la formation de l'image visuelle dans l'œil. Alors, comme question de départ, c'est quoi une chambre noire? Voilà. La chambre noire est une boîte opaque dont une face est translucide, c'est-à-dire soit en verre dépolé ou bien en papier glaqué ou bien autre chose, qui joue le rôle d'un écran et dont la face opposée est pressée d'un petit trou appelé sténopée, par lequel pénètrent les rayons diffusés par les objets extérieurs. Voilà l'image d'une bougie sur l'écran de la chambre noire. On observe ou bien on constate que l'image était renversée. Alors notre question, c'est comment peut-on expliquer l'image renversée obtenue? Alors pour répondre à cette question, on va faire cette expérience. On place devant le sténopée de la chambre noire un corps lumineux AB. On va voir ici une simulation. Voilà. Alors regardez bien que les rayons lumineux se propagent en ligne droite pour former l'image A'B' qui est renversée. Alors on peut dire que on a obtenu une image A'B' renversée à cause de la propagation rectiligne de la lumière. Voilà. Alors on peut dessiner ce schéma. Voilà. Voilà un objet AB, son image A'B' qui est renversée sur l'écran de la chambre noire à cause de la propagation rectiligne de la lumière. Alors on a déjà dit que la chambre
noir donne une image réelle et renversée de l'objet à cause de la propagation rectiligne de la lumière. On dit une image réelle parce qu'il se forme sur l'écran de la chambre noire. Un autre schéma ici, regardez bien, quelle est la différence entre les deux? Regardez bien, on constate que l'image A', dans le deuxième schéma est plus grande que l'image A'B' dans le premier schéma. À votre avis, pourquoi? Regardez bien, on constate ici, regardez, que la distance entre l'objet et la chambre noire, c'est-à-dire le sténopé, est plus petit que celle qui est entre l'objet ici et le sténopé de le premier dessin. Alors, ici on peut dire que la taille de l'image dépend de la distance entre l'objet et le sténopé, de telle façon que l'image augmente si cette distance diminue. Un autre dessin, regardez bien, un schéma. Regardez ici qu'on a une image A'B' plus grande que le deuxième et le premier. Est-ce qu'à cause de la distance entre la chambre et l'objet? Non, on a la même distance, mais à cause de la distance entre le sténopé et l'écran, c'est-à-dire la longueur de la chambre noire. Ici, la longueur de la chambre noire est plus grande, alors la taille de l'image est aussi plus grande. Alors on peut dire que la taille de l'image dépend de la distance entre le sténopé et l'écran de la chambre noire. L'image augmente si cette distance augmente. On peut parler aussi de le diamètre de sténopé. Ici, si l'image devient plus nette, si ce diamètre est plus petit, c'est-à-dire si le diamètre, c'est-à-dire si le sténopé est plus petit, l'image elle devient plus nette. Mais si elle est grande, on va voir une grande image mais n'est pas claire. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler de l'application de propagation rectiligne de la lumière. On a parlé de la chambre noire, on a donné la définition. Et voilà un dessin significatif à la chambre noire. Et on a dit aussi que la chambre noire donne une image réelle et renversée de l'objet à cause de la propagation rectiligne de la lumière. On a dit aussi que la taille de l'image dépend de trois facteurs: la distance entre l'objet et le sténopé, la distance entre le sténopé et l'écran, et le diamètre de sténopé. Voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va baser sur cette situation. Le théâtre d'ombre consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Alors, notre question: comment se forment ces ombres? Alors, pour répondre à cette question, on va parler premièrement si on a une source ponctuelle, une source de lumière ponctuelle est une source de dimension assez petite pour être considérée comme un point lumineux. On va voir ici simulation. Voilà. On revient ici, voilà, source de lumière verte. La source ici, et on peut le considérer comme un point. Voilà une balle et voilà l'écran. Regardez bien. Voilà, à cause de cette source, on a obtenu des zones sur l'écran. Cette zone, c'est la zone éclairée par la lumière. Ici, on parle de l'ombre portée, l'ombre de la balle portée sur l'écran, l'ombre portée. Et ici, on parle de l'ombre propre d'objet ou bien de la balle. Et entre les deux, c'est-à-dire l'ombre portée et l'ombre propre, on parle de la zone d'ombre ou bien le cône d'ombre. Voilà, très bien. Alors ici, on peut dire qu'on a trois zones. C'est la première zone, c'est l'ombre propre qui existe sur le ballon, l'ombre portée sur l'écran, et une zone qui est entre les deux s'appelle la zone d'ombre ou bien le cône d'ombre. Voilà, on a dit qu'on a trois zones, mais la question: comment expliquer la formation de ces ombres? Alors, regardez bien. Voilà, on a dessiné ici les rayons lumineux. Voilà les deux rayons qui nous permettent de
d'obtenir l'ombre portée, et aussi l'ombre propre et le cône d'ombre. Voilà, c'est-à-dire on peut dire que on obtient ces zones à cause de la propagation rectiligne de la lumière. Voilà. Alors on a dit que la formation des ombres s'explique par la propagation rectiligne de la lumière, et on peut distinguer dans ce cas entre trois ombres. Voilà source ponctuelle, voilà l'objet, et voilà les rayons lumineux émis par la source ponctuelle. Voilà l'ombre propre qui est sur l'objet, et ici l'ombre portée qui existe sur l'écran. Pardon. La zone éclairée, et voilà le cône d'ombre, ou bien la zone d'ombre. Alors on a dit que on distingue entre l'ombre propre et l'ombre portée et la zone d'ombre, ou bien cône d'ombre. L'ombre propre, c'est la partie non éclairée d'un objet opaque. L'ombre portée, c'est la tache noire qui se forme sur l'écran, et la zone d'ombre ou bien cône d'ombre, c'est l'espace entre l'objet et l'écran qui ne reçoit pas de lumière de la source. Voilà. Maintenant on va passer au deuxième cas. C'est le cas d'une source étendue. Une source étendue, ou bien une source de lumière étendue, est une source de dimension assez grande. Il se construit au moins de deux sources ponctuelles. Voilà, on va voir ici simulation. Bien, voilà la source étendue, l'objet et l'écran. Voilà. Alors, on peut parler ici de l'ombre portée, la voilà, et l'ombre propre qui existe sur l'objet, et voilà le cône d'ombre qui existe entre l'écran et l'objet. On a ici une zone qui est un peu éclairée, qu'on appelle pénombre, et ici on parle de le cône pénombre, c'est l'espace qui est un peu éclairé entre l'objet et l'écran. Voir cette simulation. Voilà. Alors, on constate que les rayons qui propagent en ligne droite nous permet de obtenir l'ombre propre, qu'on dit en arabe del al-mahmoul, et l'ombre propre qu'il existe sur la balle. Et de plus, on parle de pénombre, en arabe on dit shibh del al-mahmoul, et autour de le cône d'ombre, on parle de le cône de pénombre. Voilà, en haut et en bas. Alors, à cause de la propagation rectiligne de la lumière, on peut distinguer pour une source étendue entre l'ombre portée, l'ombre propre, le cône d'ombre, le cône de pénombre et pénombre. Voilà. Alors, si on utilise la source lumineuse ou bien une source lumineuse étendue, en plus des différentes zones d'ombre citées dans le cas de la source lumineuse ponctuelle, il y a, voilà, il y a pénombre et cône de pénombre. Alors, le pénombre, c'est la zone peu éclairée qui entoure l'ombre portée, et la zone de pénombre ou bien le cône de pénombre, c'est l'espace peu éclairé entre l'objet et l'écran. Si un observateur, si on suppose qu'un observateur situé ou bien il existe dans l'ombre portée, est-ce qu'il peut voir la lumière de la source utilisée? Forcément non, parce qu'il est dans une zone où il existe l'obscurité. Mais s'il existe cet observateur dans la zone de pénombre, il peut voir une partie de la source étendue, de la source lumineuse. Mais s'il existe dans la zone éclairée, il va voir la source. Voilà, alors c'est
on peut écrire ça comme remarque. Si un observateur est placé dans la zone éclairée, il voit la source en entière, c'est-à-dire totalement. S'il existe dans la zone de l'ombre portée, il ne voit pas la source. S'il existe dans la zone de pénombre, il ne voit qu'une partie de la source. On peut ajouter aussi que la taille de l'ombre portée augmente lorsque la distance objet-source diminue, ou bien lorsque la distance objet-écran augmente. C'est-à-dire si l'objet est très éloigné de la source, son ombre, il doit être plus grand. Si l'écran est plus proche à l'objet, aussi on va voir une ombre qui est plus grande. La dernière remarque, la couleur d'une ombre est toujours noire, quelle que soit la couleur de la source de lumière. C'est normal parce que l'ombre c'est l'absence de la lumière, alors la couleur de la lumière ici n'est pas important. Maintenant on va passer à parler de deux phénomènes qui sont naturels: les éclipses, l'éclipse du soleil et l'éclipse de la lune. Alors qu'est-ce qu'une éclipse? L'éclipse du soleil et l'éclipse de la lune sont deux phénomènes qui se produisent quelquefois dans le temps. Lors d'une éclipse du soleil, en pleine journée, le soleil disparaît, c'est-à-dire il fait nuit pendant quelques minutes. Lors d'une éclipse de lune, en pleine nuit, la lune disparaît pendant quelques minutes. On va voir une vidéo pour l'éclipse du soleil. Voilà. Ici on parle de l'éclipse du soleil. C'est la disparition du soleil en plein journée. Pour la lune, voilà, dans la nuit, on va voir la disparition de la lune quelques secondes ou bien quelques minutes, et elle revient à diffuser la lumière. Voilà. Alors, comment expliquer ces deux phénomènes? Alors, on va commencer par l'éclipse du soleil. Voilà. Quand on parle de l'éclipse du soleil, on trouve que le soleil et la lune et la terre sont alignés. Voilà, sont alignés. Et ici, on peut parler de l'éclipse totale et l'éclipse partielle. Par exemple, pour un observateur qu'il existe ici, c'est dans la zone d'ombre portée de la lune sur la terre ici comme l'écran. Pour cet observateur, il ne voit rien, c'est-à-dire il ne voit pas le soleil, c'est-à-dire ici on parle de l'éclipse totale. Mais pour un autre observateur qu'il existe ici dans le pénombre, il va voir une partie du soleil, c'est-à-dire on parle de l'éclipse partielle. Mais pour un autre observateur qu'il existe ici dans la zone éclairée, il va voir le soleil totalement. Alors peut expliquer le phénomène de l'éclipse du soleil à cause de la propagation rectiligne de la lumière. Alors l'éclipse du soleil, l'éclipse solaire du soleil se produit quand le soleil et la lune et la terre sont alignés, et la lune se trouve entre eux, c'est-à-dire entre la terre et le soleil. Voilà la terre, voilà la lune qu'il existe entre les deux, et tous les trois sont alignés. Et voilà, et on ne parle pas de l'éclipse, soit dans la zone éclairée ou bien
donne l'ombre propre de la Terre. L'éclipse partielle dans les zones ou bien dans les régions où il existe le pénombre, et l'éclipse totale dans la zone de l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Alors, pour un observateur placé à l'ombre portée de la Lune sur la Terre, il va observer une éclipse totale. Pour un observateur placé à la pénombre de la Lune sur la Terre, observe une éclipse partielle. Pour l'éclipse de la Lune, une éclipse de la Lune, on peut parler de l'éclipse de la Lune quand la Lune se trouve dans le cône d'ombre de la Terre. On peut parler aussi ici de l'éclipse de la Lune totale dans cette position, et partielle, c'est-à-dire quand la Lune existe ou bien se trouve dans le pénombre terrestre. On va voir un vidéo ou bien une simulation. Regardez ici le Soleil, la Terre, la Lune. Voilà. Ici la Lune, il existe dans le cône d'ombre. Alors on parle de l'éclipse totale, et quand la Lune se trouve dans le pénombre, on parle de l'éclipse partielle. Alors l'éclipse lunaire ou bien l'éclipse de la Lune se produit quand le Soleil et la Lune et la Terre sont alignés et la Terre se trouve entre eux, c'est-à-dire entre la Lune et le Soleil. C'est-à-dire que la Lune se trouve dans le cône d'ombre de la Terre. Le dessin qui représente ça. Alors voilà, le Soleil, la Terre, la Lune, ils sont alignés. La Terre, elle est entre le Soleil et la Lune elle se trouve dans le cône d'ombre de la Terre. Alors notre leçon est terminée. On va partir à quelques exercices. Application 1. Répondre par vrai ou faux. La chambre noire donne une image droite, c'est-à-dire non renversée. Est-ce que ça, vrai ou bien faux? Exactement faux. La taille de l'image obtenue par la chambre noire augmente lorsque la distance objet sténopé diminue. C'est vrai. La taille de l'image obtenue par la chambre noire augmente lorsque la distance sténopé écran diminue. Faux. L'éclipse se produit lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune. Faux, parce que l'éclipse, ici on parle de l'éclipse de Soleil. Il faut ajouter ici de Soleil. L'éclipse de Soleil se produit lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune. Faux. On observe une éclipse totale si on a dans l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Oui. Toujours on parle ici de éclipse du Soleil. Voilà. Une deuxième application. Nommer chaque zone. Alors, premièrement, 1, c'est le pénombre. Deuxièmement, c'est cône de pénombre. Troisièmement, c'est source. La source étendue. Source étendue. Et quatrièmement, c'est l'ombre propre. Cinquièmement, c'est cône d'ombre. Et sixièmement, c'est l'ombre portée. Voilà. Voilà d'autres exercices que vous pouvez faire. Exercice 2. Pour chaque lettre, dessinez l'image obtenue sur l'écran d'une chambre noire. Voilà les lettres M, A, R, O, c'est le mot Maroc. Vous pouvez, dans la deuxième ligne du tableau, dessiner l'image obtenue par la chambre noire pour chaque lettre. Le deuxième exercice. Une chambre noire de longueur 4 cm donne à un objet AB qui est situé à 4 cm de son sténopé une image A' B'.
Voilà le dessin. Première question, tracer les rayons de lumière qui donnent l'image obtenue. La deuxième question, dessiner le schéma et retracer les rayons de lumière dans les cas suivants. Premier cas, si on rapproche l'objet de la chambre en 1 cm. Deuxième cas, si on diminue la longueur de la chambre noire de 1 cm. Et la troisième question, comment la taille de l'image varie-t-elle dans les deux cas précédents? Voilà. Merci pour votre attention.